Quand deux avions se percutent au-dessus de la jungle amazonienne, les conséquences sont dramatiques. On était tous persuadés que notre heure était venue. Il est rentré dedans comme un couteau. Et sans une partie de son aile, le Boeing est devenu incontrôlable. Comment cette tragédie a-t-elle pu se reproduire? La première fois que j'ai entendu parler de cette collision, j'ai trouvé ça absurde. Comment deux pilotes professionnels pouvaient-ils voler à la même altitude? 10 ans après une catastrophe similaire en Inde, Tout était calciné, ce qui rendait toute identification impossible. Ce souvenir me hantera toujours. C'était une tragédie indescriptible. et 5 ans après un autre incident dans le ciel japonais. Ils vont soit exploser et mourir, soit passer l'un au-dessus de l'autre. Ce sont les deux seules issues possibles. Les systèmes de sécurité n'ont pas réussi à sauver le vol 1907, ce qui trouble les enquêteurs. C'est l'une des affaires les plus difficiles que j'ai eu à traiter. « 29 septembre 2006, aéroport São José dos Campos, au Brésil. Les récents acheteurs d'un Embraer Legacy 600, un avion d'affaires d'une valeur de 25 millions de dollars, proposent au journaliste Joe Sharkey de le ramener aux États-Unis. Je me suis dit, c'est une très bonne idée, ça fera une bonne colonne, et me voilà embarqué dans cet avion d'affaires luxueux. Le jet survolera l'Amazonie puis fera un ravitaillement à Manaus avant de repartir vers les États-Unis. Depuis son siège, au niveau de l'aile, Joe admire le paysage en contrebas. C'était une belle fin d'après-midi, très ensoleillée. La visibilité était parfaite. J'étais impressionné par l'étendue de la forêt amazonienne. L'avion est piloté par deux Américains, le commandant Joe Lepore et son copilote Ian Palladino, qui totalisent à eux deux 30 ans d'expérience. Les conditions de vol ce jour-là sont idéales. 600 X-ray Lima. November 600 X-ray Lima. Squawk item weather surveillance. En plus de Joe Sharkey, il y a 4 autres passagers à bord. Après l'excitation du décollage, le calme revient dans la cabine. On devait traverser l'Amazonie en diagonale pendant 4 heures. On était tous un peu fatigués, alors chacun s'est occupé de son côté. J'avais hâte d'être de retour à New York. Alors que l'Embraer survole la forêt tropicale à 37 000 pieds, soit 11 300 mètres, ses occupants sont loin d'imaginer qu'un autre appareil fonce droit sur eux. C'est le vol 1907 de la compagnie brésilienne Gol, un Boeing 737 qui a décollé 1 heure plus tôt de Manaus avec 154 personnes à bord et qui vole lui aussi à 37 000 pieds en direction de Rio de Janeiro. L'avion de ligne est piloté par un commandant chevronné, Decio Chavez, un instructeur Boeing 737 avec plus de 13 000 heures de vol. Thiago Jordão Cruzo, le copilote de 29 ans, compte déjà plus de 3 000 heures de vol, la plupart sur 737. Mais malgré leur expérience, rien ne peut les préparer à une collision frontale. Quand un avion vole à haute altitude, à 37 000 pieds, et par une journée ensoleillée, il lui est presque impossible de voir un autre avion qui arrive en face, même avec un ciel dégagé. Chaque appareil progressant à 800 km/h, la vitesse combinée ne laisse guère le temps de réagir.
Ça fait dans les 1600 km/h. Lors d'une collision frontale à cette vitesse, il n'y a pas grand-chose à faire. Malgré un ciel dégagé, les deux équipages ne voient rien venir. On était tous un peu somnolents, et soudain, j'ai entendu le bruit le plus fort que j'ai jamais entendu. Au moment où l'Embraer frôle le Boeing, son winglet gauche, l'extrémité recourbée de son aile, perfore l'aile gauche du gros porteur qui est littéralement coupé en deux. Je n'aurais jamais cru qu'un winglet d'avion d'affaires puisse abîmer à ce point un Boeing, qui est pourtant un avion particulièrement robuste et bien conçu. Comment un si petit appareil a-t-il pu créer des dégâts aussi importants? C'est lié à l'angle d'impact entre le winglet et l'aile du 737. Il est rentré dedans comme un couteau. Et sans une partie de son aile, le Boeing est devenu incontrôlable. Avec une aile en moins, le gros porteur fait un piqué et se met à tournoyer sur lui-même. Aucun pilote n'aurait pu contrôler cet appareil. L'avion se désagrège dans le ciel avant de s'écraser au milieu des arbres. Les débris et les occupants sont dispersés à travers la jungle. Face à l'horreur de la catastrophe et à la colère de la population, les autorités brésiliennes doivent vite trouver des réponses. L'armée s'efforce d'atteindre la zone isolée du crash. Avec l'aide d'autochtones, les troupes parachutées se frayent un chemin à travers la forêt impénétrable. Quand ils arrivent sur place, tout espoir de retrouver des survivants s'envole. Le colonel Ferreira, qui est chargé de l'enquête, arrive quelques heures plus tard. Les débris étaient disséminés sur une surface d'environ 5000 mètres carrés. C'est l'une des affaires les plus difficiles que j'ai eu à traiter au cours de ma carrière. Je n'avais jamais vu autant de débris dispersés dans un secteur aussi difficile d'accès. L'équipe du colonel Ferreira inspecte le site pour rassembler les preuves. Leur priorité, retrouver les données de vol du Boeing. Le défi, c'était de savoir ce qui s'était passé. Il faisait très beau. Un accident avait peu de chances de se produire dans ces conditions. L'enquêteur soupçonne rapidement les pilotes américains. On devait découvrir pourquoi les deux avions étaient au même niveau, sur la même trajectoire et à la même altitude. La première fois que j'ai entendu parler de cette collision, j'ai trouvé ça absurde. Comment deux pilotes professionnels pouvaient-ils voler à la même altitude? Les pilotes américains, malgré leur haut niveau d'expérience, seraient-ils fautifs? La chose s'est déjà produite. 10 ans plus tôt, deux avions se sont percutés après une terrible erreur de pilotage. 18h20, le 12 novembre 1996. Le vol 763 de Saudi Arabian Airlines s'apprête à décoller de Delhi en Inde pour rejoindre l'Arabie Saoudite avec 312 passagers et membres d'équipage. Le Boeing 747 avait plus de 300 passagers à bord, notamment des familles, des femmes, des enfants. À 18h32, le Boeing 747 obtient l'autorisation de décoller. Au même moment, un Ilyushin en provenance du Kazakhstan obtient celle d'atterrir à Delhi avec 37 personnes à son bord. Cet ancien cargo militaire est piloté par Gennady Tcherepanov, qui totalise 9200 heures de vol. Dans le poste de pilotage se trouve également le copilote et derrière eux l'officier mécanicien navigant Igor Rep.
Les deux vols sont gérés par le même contrôleur aérien, Vike Dutta. Ce dernier assigne à l'avion kazakh le niveau de vol 150, soit 15 000 pieds. Roger, maintain 15,000 feet. Dans le cockpit, Igor Rep traduit en russe les informations au pilote. 9 km. Dans le même temps, le Boeing qui vole dans le sens opposé est autorisé à monter à 14 000 pieds. Saudi 760, climb to 14,000 feet. Cette procédure de routine est censée permettre aux deux avions de passer au même endroit tout en étant séparés d'au moins 1000 pieds, soit 300 mètres. L'aiguilleur signale aux deux équipages qu'ils vont se croiser. 07, identity traffic 12 o'clock, reciprocal. Saudi, Boeing 747, traffic is at 8 mile, level 140. Le contrôleur informe les pilotes qu'il y a un autre appareil à proximité et qu'ils doivent être vigilants. Généralement, c'est une instruction de type « Trafic à vos 12 heures, altitude 1000 pieds plus bas ». Cela permet aux pilotes de ne pas être surpris de voir un autre avion dans le même secteur. Mais il y a un troisième appareil dans le couloir. Un avion de l'US Air Force est également en approche sur l'aéroport de Delhi, dans le sillage de l'Ilyushin. Aux commandes, le capitaine Tim Place. Le ciel était calme et dégagé. C'était une belle soirée. On voyait les lumières de la ville au crépuscule. Les conditions parfaites pour voler. Le militaire ignore qu'il s'apprête à assister à un terrible événement. Les deux avions civils ne sont pas à 1000 pieds l'un de l'autre. Roger, maintain flight level. Il y a un grave problème. Vike Dutta s'attend à ce que les deux avions se croisent sans danger dans le ciel. Il est loin de penser qu'ils foncent l'un vers l'autre. Saudi 760, do you receive? Kazakh 1907, do you receive? Dans l'avion militaire, Tim Place voit quelque chose qu'il n'oubliera jamais. Un nuage s'est élevé avant de devenir de plus en plus lumineux. Puis on a vu deux objets partir en spirale, avec une traînée de feu derrière eux. Je me suis dit, ce sont des missiles? Ça avait l'air de venir droit sur nous. Alors on a entamé une manœuvre d'évitement. Le pilote aux commandes a viré sur l'aile. Sans le savoir, le capitaine américain et le contrôleur indien viennent de vivre leur pire cauchemar. L'empennage de l'Ilyushin a percuté l'aile gauche du Boeing saoudien. Le 747 est parti en vrille et s'est désintégré en vol. L'avion kazakh a lui aussi perdu le contrôle avant de s'écraser au sol avec une telle violence que ses 37 occupants sont morts sur le coup. Report your position. Quand le contrôleur a vu les avions disparaître sur son radar et qu'il n'a pas réussi à contacter les équipages, Kazakh 1907, do you receive? ça a dû être un moment terrible pour lui. Il savait qu'une catastrophe venait de se produire. Quand on a compris qu'il y avait eu une collision en plein vol, on s'est senti à la fois sous le choc et vulnérable. Saudi 760, do you receive? Kazakh 1907, report your position. Alors que Vike Dutta n'obtient aucune réponse, Tim Place confirme l'atroce nouvelle au contrôleur. This is 1815. Go ahead, 1815. I've just seen something that looks like an explosion.
On a parlé au contrôleur, qui nous a dit qu'aucun des deux avions ne répondait. À ce moment-là, et c'est ce qu'on ferait tous, il a dû se demander si c'était sa faute, tout en sachant que c'était un 747, avec plus de 250 âmes à bord. C'était le soir, peu après 19h. Mon rédacteur en chef m'a annoncé qu'il y avait eu une catastrophe aérienne. Alors on a foncé vers un village qu'on ne connaissait pas, Charkhi-Dadri. En arrivant près du site du crash, le journaliste constate l'ampleur de la catastrophe. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Il y avait des cadavres partout et j'ai vu, sur un petit arbre, des morceaux de corps humains et des membres suspendus. Le capitaine KPS Nahir, un spécialiste de l'aviation, est chargé de l'enquête. Je suis arrivé sur place de bonne heure, vers 5 heures du matin. C'était terrible. Les débris étaient étendus sur 8 km à la ronde. Tout était calciné, ce qui rendait les identifications impossibles. Cet endroit était tellement ignoble que je ne pourrai jamais l'oublier. La chair humaine, l'odeur de brûlé, tout était si atroce que j'en ai perdu le sommeil et l'appétit. J'ai l'impression que c'était hier, car ce souvenir me hantera toujours. C'était horrible, une tragédie indescriptible. Plus de 350 personnes sont mortes dans ce qui constitue la 3e catastrophe aérienne la plus meurtrière de l'histoire. Les enquêteurs se frayent un chemin à travers le carnage pour comprendre ce qui s'est passé. Une équipe a commencé à chercher des indices sur les causes potentielles de l'accident. Une autre a été chargée de retrouver les boîtes noires. L'une de ces boîtes contient les données de vol, l'autre les CVR, autrement dit, les communications et conversations enregistrées dans le cockpit. Sans elles, les circonstances du crash resteraient floues. Entre-temps, le capitaine Nahir interroge les contrôleurs aériens, dont un en particulier. Viké Dutta, le responsable de la distance de sécurité entre les deux avions, se retrouve forcément en première ligne. Au début, beaucoup de gens ont supposé que l'accident avait été provoqué par une erreur venant de la tour de contrôle. L'aiguilleur du ciel décrit les moments précédant la collision. Il est convaincu d'avoir donné les bonnes instructions aux deux appareils. Comme aucun pilote n'a survécu, seules les boîtes noires pourront confirmer ou infirmer ces dires. Et à présent, les enquêteurs disposent de ces éléments. Le capitaine peut maintenant écouter les instructions de Viké Dutta. A-t-il suivi la procédure ou bien a-t-il causé la mort de centaines de personnes? Le contrôleur aérien n'a pas menti. Les pilotes ont bien reçu les bonnes instructions. En écoutant les enregistrements fournis par le service de contrôle du trafic aérien, on a découvert qu'il n'y avait eu aucune erreur venant du contrôleur aérien. Il avait fait ce qu'il fallait faire. Mais les bandes révèlent un autre mystère. Les deux commandants de bord ont confirmé qu'ils étaient à la bonne altitude. Alors comment leurs avions ont-ils pu se percuter? Pour le savoir, l'enquêteur en chef examine l'autre boîte noire qui contient les données de vol. Il découvre très vite que l'Ilyushin volait à une autre altitude que celle mentionnée par son pilote.
Il était 1000 pieds plus bas, à la même hauteur que l'avion saoudien. Cette information déconcertante oriente l'enquête sur l'équipage kazakh. KPS Nahir veut comprendre pourquoi un équipage aussi compétent n'a pas respecté la clairance qui lui avait été transmise. Il réécoute attentivement les enregistrements du cockpit. L'enquêteur comprend alors qu'Igor Rep, l'OMN, traduisait en russe les instructions anglaises de la tour de contrôle. On a affaire à des équipages et à des contrôleurs aériens qui ne s'expriment pas dans leur langue maternelle. Ils parlent tous l'anglais aéronautique. Un avion en phase de descente ne met que 15 secondes à perdre 1000 pieds. Alors quand il faut traduire et communiquer dans une autre langue, d'une personne à une autre, les chances de commettre une erreur sont plus grandes. C'est l'une des causes importantes de l'accident. Mais cette erreur n'est pas la seule. Pendant que l'OMN traduit, le copilote kazakh convertit les altitudes kilométriques en pieds. L'Ilyushin disposait certainement d'instruments affichant des valeurs métriques. Il est donc tout à fait possible qu'il y ait eu une erreur de conversion en pieds. L'enquête du capitaine Nahir conclut que les calculs des pilotes kazakhs étaient erronés. Ils ont cru qu'ils étaient à la bonne altitude. Une simple erreur renforcée par le mauvais niveau d'anglais de l'équipage. À l'époque, le contrôleur aérien indien n'avait aucun moyen de confirmer l'altitude des avions. Chaque contrôleur s'en remettait aux informations émanant du cockpit. En 1996, l'aviation civile indienne n'était pas équipée de la technologie capable d'identifier l'altitude des avions. Pour connaître cette donnée, le contrôleur aérien se fiait uniquement aux indications des pilotes, ce qui compliquait considérablement la chose. Le rapport d'enquête préconise d'améliorer la sûreté de l'aéroport pour éviter les erreurs de pilotage, notamment grâce à un système qui communique en temps réel l'altitude des avions à la tour de contrôle. Le radar secondaire transmet automatiquement la position et l'identité des appareils aux contrôleurs aériens, qui ne sont alors plus limités aux seules informations données par les pilotes. Ainsi, si ces derniers ne savent pas qu'ils volent à la mauvaise altitude, le contrôleur peut les en informer. L'installation du radar secondaire a alors fait partie des recommandations. Nos services de circulation aérienne ont été modernisés et de nombreux aéroports ont été équipés du radar secondaire. Je suis fier qu'on ait abouti à cette amélioration. Après la catastrophe de Charqui Dadri, le radar secondaire a été installé partout dans le monde, y compris au Brésil. Pourquoi ce système n'a-t-il donc pas empêché la collision entre le Boeing de la Gaulle et l'Embraer ? Alors que les médias brésiliens réclament des réponses, le colonel Ferreira cherche à comprendre comment, malgré le radar secondaire, un avion de ligne et un avion d'affaires ont pu voler à la même altitude. On a tout de suite commencé l'enquête. C'était un travail colossal. Et comme dans n'importe quelle enquête, il faut d'abord rassembler les données. Comme toujours, les boîtes noires seront cruciales pour savoir si l'un des pilotes a commis une erreur. Les données enregistrées et la technologie nous ont permis de reconstituer la façon dont les clairances ont été transmises et comment les avions ont fini par se positionner au même niveau de vol, sur le même itinéraire. L'enquêteur compare l'altitude du Boeing juste avant la collision avec son plan de vol prévu. Il constate que l'avion commercial respectait les 37 000 pieds qui lui avaient été assignés. Les pilotes du 737 sont totalement blanchis. Il n'y a eu aucune violation, aucun non-respect des instructions de leur part.
Ils ont été victimes d'une malchance fatale. Les soupçons se portent immédiatement sur l'équipage du jet privé. Et cette fois-ci, le colonel Ferreira ne dispose pas uniquement des boîtes noires. En effet, les 7 occupants du Legacy ont miraculeusement survécu. Joe Sharkey, le journaliste du New York Times, se souvient du vol au-dessus de la forêt amazonienne dans l'avion à 25 millions de dollars. Tout était très calme et soudain, boum, tout a changé. What the hell was that? Le journaliste constate qu'au bout de l'aile, le winglet a disparu. Un winglet qui mesurait 1,50 m. En levant le cache hublot, j'ai vu qu'il manquait un morceau de l'aile gauche. C'est comme si elle avait été mordue. Même s'ils ignorent comment le winglet a été arraché, ils savent que la situation est grave. Et cela ne va pas en s'arrangeant. Des rivets sautent sur l'avant de l'aile, qui commence à se désintégrer. On perdait de l'altitude et j'ai dit au propriétaire de l'Embraer, « C'est pas bon signe, hein ?» Et l'un d'eux a répondu, « Non. » Sans ce winglet, l'aérodynamisme de l'avion est très compromis. Dans le cockpit, les pilotes ont du mal à maintenir l'avion à l'horizontale. Le copilote Ian Palladino, qui connaît bien les Embraer, se charge de stabiliser l'avion pendant que le commandant Leport lance un Mayday. November 600 X-ray Lima. Alors qu'un instant plus tôt, on ne voyait qu'un vaste tapis vert, je commençais à distinguer les arbres individuellement. Je me suis dit, là, on est dans le pétrin. Des kilomètres de jungle s'étendent à perte de vue. Aucun avion ne pourrait s'y poser sans se faire éventrer. On était tous persuadés que notre heure était venue. Voyant les pilotes lutter pour garder le contrôle, Joe Sharkey perd espoir. C'est un cliché de dire que la vie défile devant nos yeux, mais c'est vrai. Je me suis mis à écrire un mot à ma femme sur mon calepin, puis j'ai déchiré la page et je l'ai glissé dans mon portefeuille. Je me suis dit, s'il le retrouve, ce sera toujours ça. Puis j'ai pensé, c'est comme ça que je vais mourir. Je ressentais une profonde déception. J'avais encore tellement de choses à faire. Dans le poste, les pilotes cherchent désespérément une piste d'atterrissage tout en essayant de stabiliser l'avion. Loin de tout, ils ne parviennent pas à contacter le contrôleur aérien. Ils reçoivent alors l'aide inespérée d'un autre avion dans le secteur qui les oriente vers un aérodrome militaire situé tout près. Mais pourront-ils maintenir leur altitude jusque-là? L'un des pilotes a crié « Je vois une piste !» Et en effet, j'ai vu comme une clairière, une zone déboisée, perdue dans l'immensité de la jungle. Mais alors qu'ils se préparent pour l'atterrissage, les pilotes constatent que les volets censés freiner la descente sont bloqués. S'ils se posent trop vite, ils risquent la sortie de piste. En voyant que l'avion restait stable, je me suis dit qu'on allait peut-être s'en sortir, mais que dans le cas contraire, ce serait un sacré crash. Contre toute attente, tous s'en sortent indemnes. On était heureux, vraiment. C'était comme si on venait de nous donner une deuxième chance. Mais leur soulagement est de courte durée. Quand on a voulu sortir, une dizaine de militaires brésiliens armés nous ont accueillis en pointant leurs fusils vers nous. Je me suis dit, c'est pas le moment de faire un faux mouvement. À cet instant, on ne savait pas qu'on avait touché un autre avion. Les 7 occupants de l'Embraer ignorent qu'ils sont accusés d'avoir causé la mort de 154 personnes. Pour les médias brésiliens, cela ne fait aucun doute.
Sous la pression de l'opinion publique, les autorités incriminent les pilotes américains. Pour les Brésiliens, c'était un acte criminel et les pilotes étaient considérés comme des criminels. Ça a été un incident international de grande ampleur. Les 154 personnes à bord du Boeing 737 ont péri lorsque l'avion s'est désintégré dans le ciel avant de s'écraser dans la jungle. Le colonel Ferreira est chargé de déterminer si l'équipage américain est fautif. La situation des pilotes s'aggrave encore quand Joe Sharkey confirme que l'avion d'affaires ne volait pas à la bonne altitude. Comme les conditions étaient calmes, sans turbulence, les pilotes nous ont proposé de les rejoindre dans le poste pour admirer la vue. Je me souviens qu'on a eu une conversation très détendue. C'est toujours agréable d'aller dans un cockpit et de voir l'avant de l'avion. Et quand j'ai regardé l'altimètre, je me souviens avoir lu 37 000 pieds, soit 11 000 mètres. Les CVR confirment le témoignage du journaliste. Rufino Ferreira veut maintenant comprendre pourquoi les pilotes américains n'ont pas respecté l'altitude assignée. Il décide de les interroger avec une équipe de spécialistes. Des psychologues ont interrogé les contrôleurs et les pilotes impliqués. Ils voulaient s'assurer qu'aucun facteur psychologique n'était en cause. Why were you flying at 37,000 feet? La réponse des pilotes les stupéfie. Because we were told. Who told you? Ground control and ADC cleared us to 37,000. They wouldn't say that. Les deux hommes affirment avoir suivi les instructions du contrôle aérien. Le but de cette discussion n'était pas de les pointer du doigt, mais de connaître leur version des faits. Alors quand ils ont déclaré qu'ils avaient respecté les consignes, ça s'est arrêté là. Les enregistrements du cockpit permettront de savoir s'ils ont dit la vérité. À la grande surprise de l'enquêteur, les bandes confirment la version des pilotes. Le contrôle aérien a autorisé l'Embraer à voler à 37 000 pieds et à aucun moment cette erreur n'a été corrigée. Le contrôle de la circulation aérienne a placé les deux avions l'un en face de l'autre. La tour de contrôle a transmis une clairance à 37 000 pieds, mais il n'y a pas eu d'autres instructions leur demandant de descendre à 36 000 pieds. Les pilotes ont donc parfaitement agi en maintenant leur altitude à 37 000 pieds. Le colonel Ferreira se tourne alors vers les aiguilleurs du ciel. Il sait que le trafic et les conditions climatiques obligent parfois la tour de contrôle à modifier l'altitude des avions. Pourquoi les deux appareils se sont-ils donc retrouvés au même niveau de vol au même moment? L'objectif principal du contrôle aérien, c'est d'éviter les collisions. Leur priorité absolue consiste à maintenir une distance réglementaire entre les avions dont ils ont la charge. Ils doivent savoir quels avions circulent dans leur secteur, mais aussi ce que ces derniers sont censés faire et ce qu'ils font réellement. Le contrôleur brésilien avoue qu'il comptait corriger le niveau de vol, mais qu'il a oublié de le faire. La tour de contrôle était pourtant équipée d'un radar secondaire, alors comment a-t-il pu ignorer les avertissements? À mesure que l'enquête progressait, il est apparu évident que le contrôle aérien avait joué un rôle majeur dans l'accident. Ce qui posait la question de l'efficacité du système de contrôle du trafic aérien brésilien. La réponse des contrôleurs est déconcertante. Ils n'ont tout simplement pas remarqué l'alarme. Pour un bon contrôleur aérien, c'est une tâche routinière. Ils voient ce type de message plusieurs fois par jour et doivent lire avec attention ce qu'il dit. Il ne doit y avoir aucune surprise à ce niveau-là. Les contrôleurs brésiliens auraient dû remarquer ça. Ça ne fait aucun doute. Je suis tombé des nues quand j'ai appris que des contrôleurs aériens avaient été suffisamment négligents pour exposer deux avions à un choc frontal au-dessus de l'Amazonie, alors qu'il n'y avait que 3 appareils dans cet espace aérien à ce moment précis. Malgré ses aveux, l'enquêteur reste perplexe. L'accident aurait quand même pu être évité
grâce à un autre système censé alerter les pilotes. Une technologie qui avait fait ses preuves 5 ans plus tôt, cette fois-ci au Japon. 31 janvier 2001, aéroport de Tokyo. Il est 15h50, le vol 907 de la Japan Airlines, un Boeing 747 transportant 427 passagers, décolle en direction de l'aéroport d'Okinawa. À bord, le personnel commence tout juste le service. L'avion est piloté par le commandant Makoto Watanabe, assisté du copilote Tatsuyuki Akazawa. Le contrôleur aérien Hideki Ashitani autorise l'appareil à monter à 39 000 pieds, soit 11 900 mètres. Le 747 entame son ascension. Mais le jeune aiguilleur stagiaire, qui gère simultanément une dizaine de vols, a malencontreusement orienté le Boeing vers un autre avion. Un DC-10 de la même compagnie se trouve à 37 000 pieds, soit 11 200 mètres. Le vol 958 transporte 250 personnes entre l'aéroport sud-coréen de Gimei et celui de Narita au Japon. Ashitani ne s'est pas rendu compte qu'il envoie le DC-10 droit sur le 747. La catastrophe semble inévitable. Mais les deux appareils disposent d'un instrument de bord conçu pour s'enclencher automatiquement dans ce type de situation. C'est le système d'évitement de collision, mieux connu sous le nom de TICAS. Quand deux avions se dirigent l'un vers l'autre, ce système donne immédiatement des instructions aux pilotes afin d'éviter le choc. Le système d'alerte de trafic et d'évitement de collision est un instrument fantastique, grâce auquel le risque de collision en plein ciel est aujourd'hui quasi nul. Dans le DC-10, le TICAS s'enclenche et ordonne aux pilotes de descendre. L'équipage s'exécute. Au même moment, dans le cockpit du Boeing 747, le système ordonne au commandant de prendre de l'altitude. Le TICAS a fonctionné. Les avions volent maintenant sur deux niveaux différents. Mais dans la tour de contrôle, l'aiguilleur stagiaire a lui aussi reçu une alerte. Ignorant qu'il n'y a plus de danger grâce au TICAS, Hideki Ashitani commence à paniquer. Une lumière s'est mise à clignoter, indiquant que les deux avions arriveraient au même point 56 secondes plus tard. Ça ne laisse donc pas beaucoup de temps pour réagir. Le stagiaire demande au DC-10 de descendre. Mais il n'a pas contacté le bon avion. Quelle instruction les pilotes du Boeing doivent-ils écouter? Le pilote décide d'ignorer le TICAS. Il entame la descente comme demandé par le contrôleur. Les appareils volent à nouveau l'un vers l'autre. Le Boeing descendait au niveau de vol 350, alors que le DC-10 avait reçu la même instruction du TICAS. Les deux avions étaient donc en train de descendre l'un vers l'autre. Yasuko Momii est la responsable qui supervise l'aiguilleur stagiaire. Quand elle comprend qu'il a commis une erreur, elle ordonne au 747 de remonter. Mais dans la confusion, elle se trompe à son tour et prononce un mauvais numéro de vol. On a d'un côté le vol 907 et de l'autre le 958.
Mais étrangement, elle a mélangé les deux nombres et donné une clairance au vol 957. Ce que personne n'a compris, puisqu'il n'y avait pas de vol 957 dans l'espace aérien. Quand un contrôleur confond les chiffres affichés sur le radar, ça traduit un état de stress très élevé. Dans une situation pareille, tout arrive très vite. Les avions se rapprochent à près de 1600 km/h et la tension est donc extrême. Le commandant et le copilote ont dû être terrifiés de voir qu'ils étaient toujours sur la trajectoire du DC-10, qui s'approchait de plus en plus. Dans la tour, le stagiaire et sa responsable assistent impuissants au rapprochement des deux points sur le radar. Ils vont soit exploser et mourir, soit passer l'un au-dessus de l'autre. Ce sont les deux seules issues possibles. Au tout dernier moment, le pilote du Boeing décide d'entamer une manœuvre d'évitement d'urgence. Quelques secondes plus tard, les deux points se sont de nouveau dissociés sur l'écran. Ça doit être un moment incroyable, alors que tout espoir semblait perdu de se dire « Ils vont bien ». Alors que les avions allaient se percuter à près de 1600 km/h, ils ont échappé à une collision fatale à seulement 135 mètres près. Le Boeing est passé sous le DC-10 grâce à l'instinct de son équipage technique, qui a tout mis en œuvre pour se sortir de cette situation. Dans la cabine du 747, les passagers non attachés sont éjectés de leur siège. Dans le Boeing qui a piqué brutalement, c'était le chaos total. À l'intérieur, c'était la pagaille la plus complète. Presque tout le monde a été blessé de façon plus ou moins grave. Mais les deux avions sont intacts. Même si 2 passagers et 2 navigants ont été grièvement blessés dans le Boeing, aucune victime n'est à déplorer. Avec 677 passagers dans les 2 appareils réunis, s'il y avait eu une collision à 37 000 pieds, personne n'aurait survécu. Ça aurait été tout simplement la pire catastrophe aérienne de tous les temps. Malgré une accumulation d'erreurs humaines, la tragédie dans le ciel japonais a été évitée de justesse. À chaque incident et à chaque enquête, on en apprend davantage sur le fonctionnement parallèle de l'homme et de la technologie, et sur la façon de rendre l'espace aérien plus sûr. Yukiko Kakimoto, qui a été chargé de l'enquête, en a conclu que l'instruction du TICAS doit prévaloir sur celle de la tour de contrôle. En faisant l'inverse, le pilote a failli causer la mort de plus de 600 personnes. Si j'avais été aux commandes du Boeing, j'aurais aussi suivi les consignes du contrôle aérien, parce qu'ils sont censés savoir ce qui se passe. Les pilotes ont donc naturellement tendance à croire ce que leur dit la tour de contrôle. Si cette instruction contredit celle du TICAS, c'est qu'il y a un problème. Suite à cette affaire, l'enquêtrice a préconisé que de nouvelles directives soient prises afin que les pilotes fassent confiance au TICAS, même si le contrôleur aérien dit le contraire. Une des conséquences de cet incident, c'est qu'en cas de litige entre le TICAS et le contrôleur aérien, les pilotes doivent se fier au TICAS. L'instinct humain a permis d'éviter une catastrophe, mais c'est le TICAS qui avait alerté les 2 équipages. Pourquoi donc cela ne s'est-il pas produit au-dessus de l'Amazonie? Les enquêteurs brésiliens veulent savoir pourquoi le TICAS n'a pas empêché cette collision qui a fait 154 victimes. L'une des premières questions que je me suis posée sur cet accident a été « et les TICAS ?» Les avions en étaient équipés puisque c'est obligatoire. Alors, que s'est-il passé? En écoutant les enregistrements des 2 cockpits, le colonel Ferreira constate que les TICAS n'ont émis aucune alerte.
Avant le choc, on n'a rien entendu d'anormal. Aucune alarme venant du poste de pilotage. Alors que, je le répète, la porte était ouverte. Sans TICAS, l'Embraer ne pouvait pas voir le Boeing et était indétectable pour ce dernier. Les deux appareils étaient donc à la fois invisibles et aveugles. Mais pourquoi le système était-il éteint? Certains ont supposé qu'un des pilotes avait accidentellement désactivé le TICAS. D'autres qu'il y avait eu une anomalie. On ne connaît pas la réponse. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il n'était pas enclenché et que les pilotes ne s'en sont pas rendus compte. Joe Lepore et Ian Palladino nient avoir éteint le TICAS. Le colonel Ferreira cherche alors à savoir quand le système a cessé de fonctionner. Grâce à un travail remarquable, il parvient à identifier ce moment précis. Grâce aux données de la cabine et aux données de vol de l'Embraer, qu'on a ensuite comparées à celles du contrôle de la circulation aérienne, on a pu déterminer avec exactitude quand la transmission s'est interrompue. Le TICAS s'est arrêté près d'1 heure avant la collision. Les pilotes ont volé tout ce temps-là sans remarquer qu'un instrument de bord ne marchait pas. C'était un petit message sur un petit écran. Si on ne faisait pas la démarche d'observer attentivement cet écran, on pouvait très bien le rater. C'est ce qui s'est passé. Ils ignoraient que le TICAS et le transpondeur étaient éteints. Il s'avère que les alertes disponibles sur cet avion n'étaient pas assez fortes pour attirer l'attention des pilotes. Seule une petite indication visuelle apparaissait sur le tableau de bord. Aucun signal sonore n'a retenti. Cette accumulation d'erreurs humaines a empêché les systèmes de sécurité technologique de se mettre en route. Les pilotes ont été accusés de négligence pour ne pas avoir remarqué le défaut du TICAS. Il y a donc eu une série de défauts, principalement liés à la perception humaine, autant de la part des pilotes que des contrôleurs aériens. Les erreurs commises par le contrôleur brésilien ont soulevé d'importantes questions sur la sécurité du système de contrôle aérien du pays. Une crise majeure a touché l'industrie de l'aéronautique brésilienne, marquée par des retards de vol, des annulations et des contestations. Pour sortir de la crise, le Brésil a dû améliorer son système de circulation aérienne. Beaucoup de choses ont changé, notamment au niveau de la formation des contrôleurs aériens, mais aussi des logiciels et des procédures, afin d'améliorer les conditions de perception. Et pour empêcher le TICAS d'un avion d'être désactivé à l'insu des pilotes, une amélioration du système d'alerte a été préconisée. Cette recommandation conseillait l'ajout d'une alarme sonore clairement audible pour que les pilotes sachent quand le système d'évitement n'est pas activé. La recommandation est devenue réglementation. Avec la croissance du trafic aérien, on envoie de plus en plus d'avions dans le ciel et donc de plus en plus de gens. Le risque zéro de collision n'existe pas. On ne peut que limiter le risque. Chaque enquête sur un accident permet d'améliorer un peu plus chaque jour la sûreté des vols. Un tribunal brésilien a déclaré les pilotes américains coupables de négligence criminelle, mais leur peine de prison a été commuée en travaux d'intérêt général aux États-Unis. Je suis parfaitement conscient que 154 personnes sont mortes et pas moi. J'y pense tous les jours et je mesure la chance que nous avons eue, tous les 7. Il ne reste plus qu'à espérer que les tragédies qui ont fait plus de 500 morts au-dessus de l'Inde et du Brésil ne se répéteront plus jamais.